Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une sorte de capsule temporelle. On a devant nous une collection de documents d'archives assez unique, je dois dire. D'un côté, des enregistrements de conférences qui datent de 1975, pensés comme un message pour le futur, et de l'autre, une note rétrospective enregistrée fin 2025. Et son constat est plutôt brutal. Oui, en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est de faire dialoguer ces deux époques. Les enregistrements de 1975, ce sont des conversations entre un professeur, un certain Dr Cullen, et une intelligence cybernétique nommée Antop. Pour l'époque, c'est de la pure science-fiction. Ah, complètement. La cybernétique, c'était la science des systèmes, du contrôle, l'ancêtre de l'IA qu'on connaît, quoi. Mhm. Et à côté de ça, on a les réflexions très poétiques d'un biologiste et philosophe, le Dr Alan Rayner, qui vient éclairer tout ça sous un angle complètement différent. C'est ça. Du coup, la question qu'on a envie de se poser en voyant ça, c'est qu'est-ce qui s'est mal passé entre les espoirs des années 70 et les crises qu'on se prend en pleine figure aujourd'hui en 2026? Oui, et surtout, Et surtout, la question au cœur de ces documents, est-ce qu'une autre façon de penser, une autre éducation, aurait pu nous mettre sur une meilleure trajectoire? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour commencer, plantons le décor, celui de 2025. d'accord. Le message d'introduction est conçu pour nous secouer un peu. Il utilise des repères culturels pour nous faire sentir le poids des années et l'urgence climatique. En 1960, au tout début des Beatles, le niveau de CO2 dans l'atmosphère était de 315 parties par million. Hmm. En 1975, l'année de ces conférences, 331 ppm. En 2025, on a franchi la barre des 425 ppm. Ah oui, quand même. Et l'objectif, nous dit la source, c'est de revenir au niveau de 1975. Ça donne un peu le vertige. Et ce chiffre, ce n'est qu'un symptôme. Le tableau de 2025 qui est dépeint est sombre. Oui, On parle encore d'une année record de chaleur, une perte d'habitat qui ne ralentit pas, plus de conflits armés en cours qu'à n'importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est énorme. la démocratie qui recule dans de nombreux pays et une pression politique de plus en plus forte sur les universités. On sent une amertume, une déception immense. La source parle d'une occasion gâchée. C'est le mot, oui. C'est vrai que les années 70, c'était un moment charnière. Le premier jour de la Terre, la fin de la guerre du Vietnam, les débuts du solaire, on avait l'impression qu'un autre chemin était possible. C'est ce contraste qui est au cœur de leur analyse. Le fil rouge qui traverse tous ces documents, c'est l'idée d'un redémarrage en douceur. Un redémarrage en douceur. Oui, c'est un exercice de pensée assez puissant. Imaginons qu'on ait eu les outils de pensée et la technologie d'aujourd'hui, mais il y a 50 ans. D'accord ? Où en serait-on? La source ne se contente pas de se lamenter. Elle essaye de comprendre pourquoi on a raté le virage. Alors, justement, si on a raté le virage, c'est à quel croisement? La réponse que proposent les enregistrements de 1975 est pour le moins inattendue. Mhm, Ils ne pointent pas du doigt une décision politique ou une technologie, mais le système éducatif lui-même. c'est ça. L'argument de base, c'est que le problème est dans la manière dont on nous apprend à penser. Exactement. Le docteur Cullen, dans ses dialogues avec l'IA, Enthrop, propose ce qu'il nomme la méthode de provocation dialectique. D'accord. Et l'idée, c'est de réveiller l'esprit critique en prenant une idée reçue, une vérité admise par tous, et en la défiant frontalement. Et il n'y va pas de main morte. La phrase qu'il utilise pour lancer le débat, c'est, je cite, j'affirme que c'est des balivernes. Oui, I call BS en anglais. C'est quand même assez provocateur dans un cadre académique. Carrément. L'idée, c'est de forcer tout le monde à sortir du bois et à construire un argumentaire solide, pour ou contre, au lieu d'accepter passivement l'information. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que Enthrop, l'IA, ne se contente pas de prendre note, elle contextualise. Ah oui. Elle explique que cette méthode, qui peut paraître un peu brute de décoffrage, s'inscrit en fait dans une très très longue tradition de pensée critique. Ce n'est pas juste un prof un peu excentrique qui cherche à choquer. Ah oui, oui. Ça vient d'où alors? Mais Antop dresse une véritable généalogie de la provocation intellectuelle. Ça commence, sans surprise, avec Socrate. D'accord. Sa méthode de questionnement, qui consistait à pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement pour révéler leurs contradictions. Ensuite, il y a Diogène le cynique, Ah lui, c'était le niveau au-dessus en matière de provocation, non? clairement. C'était de la provocation performative. C'est-à-dire? L'anecdote la plus célèbre, c'est quand Platon a défini l'humain comme un bipède sans plumes, Diogène a plumé un poulet, l'a balancé au milieu de l'académie de Platon en criant « Voici l'humain de Platon ». Ah oui, d'accord. C'est une manière, disons, radicale de dire « I call BS ». Attendez, mais est-ce que c'est vraiment de la philosophie, ça? Ou juste de la performance pour choquer?
Est-ce que ça aide vraiment les gens à mieux penser ou est-ce que ça les braque et ça ferme la discussion? C'est une excellente question. Et la réponse de N-Top, c'est que ça dépend de l'intention. L'objectif de Diogène n'était pas de blesser, mais de briser l'abstraction confortable des philosophes pour les forcer à se confronter au réel. Je vois. Et cette tradition se poursuit. N-Top cite le pédagogue brésilien Paulo Freire, pour qui l'éducation doit être un outil pour remettre en question le récit officiel et les structures de pouvoir. Hmm. Ou encore Dorothy Heathcote, une pionnière du théâtre en éducation en Grande-Bretagne. Elle faisait jouer des rôles à ses étudiants pour les obliger à défendre des points de vue opposés aux leurs et ainsi comprendre leur complexité. Ah, d'accord. Dans tous ces cas, la provocation est un outil pour ouvrir la pensée, pas pour la fermer. D'accord, je vois mieux le lignage. Mais si on revient à 1975, sur quoi est-ce que le docteur Cullen voulait appeler les balivernes, concrètement? Il devait bien avoir une cible précise dans le système éducatif. Absolument. Et sa cible, c'est un monument, un pilier de la pédagogie du XXe siècle, la taxonomie de Bloom. Ah oui, Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un modèle qui est enseigné à tous les futurs profs. Il représente les compétences cognitives sous la forme d'une pyramide. oui, je me souviens de ça. Tout en bas, il y a les trucs de base comme mémoriser et comprendre. C'est ça. Et puis on grimpe les étages, appliquer, analyser, évaluer. Et tout en haut, le Graal, la création, Le sommet. qui semble réservé à une élite en quelque sorte. C'est exactement ça, cette vision hiérarchique. Et le problème, selon une enseignante de 2012, citée dans la source, Shelley Wright, c'est que beaucoup d'enseignants passent la majorité de leur temps dans le sous-sol de la taxonomie. L'image est forte. Oui, on fait mémoriser des faits aux élèves, mais on ne les emmène que très rarement dans les étages supérieurs. Ça me rappelle tellement le lycée. On devait apprendre par cœur des listes de dates pour l'interro de la semaine suivante, Bien sûr. sans jamais vraiment discuter de pourquoi ces événements comptaient, de ce qu'ils changeaient vraiment. On était tous au sous-sol sans même le savoir. Et c'est là qu'arrive la première proposition radicale des sources. Il ne suffit pas de critiquer la pyramide, il faut la renverser. La renverser. Complètement. On commence par la création. On donne aux élèves un problème complexe à résoudre, un projet à inventer. Et c'est en essayant de créer quelque chose qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'analyser des données, d'appliquer des formules, de comprendre des concepts et de mémoriser les informations. La logique est totalement inversée. Exactement. Donc on retourne la pyramide et le problème est réglé. Ça semble presque trop simple. C'est ce que je pensais aussi, mais c'est là que Cullen a sa véritable révélation. Dans les enregistrements, on l'entend regarder un schéma de cette pyramide inversée et il a un déclic. Hein? Il réalise que le problème, ce n'est pas le sens de la pyramide, c'est la pyramide elle-même. Comment ça? Il dit qu'on s'est complètement trompé de forme. Comment ça trompé de forme? Il explique que la pensée n'est pas une structure verticale, un escalier à gravir marche par marche. C'est un objet dynamique, multidimensionnel. D'accord. Les métaphores qu'il utilise ont celles d'un kaléidoscope ou d'un Rubik's Cube de la pensée. Ah, je vois. On peut y entrer par n'importe quelle facette. Un élève peut commencer par analyser une œuvre, un autre par essayer de créer la sienne, un troisième par mémoriser le vocabulaire technique. D'accord. Il n'y a plus de sous-sol ni de sommet. Toutes les compétences sont au même niveau, interconnectées. Ah, c'est beaucoup plus clair. Donc, si je comprends bien, l'éducation ne devrait pas être un escalier que tout le monde doit monter dans le même ordre, Non, mais plutôt une boîte à outils où chacun peut piocher l'outil dont il a besoin au moment où il en a besoin. c'est une excellente analogie. Et cette critique des modèles rigides en escalier, les sources l'étendent à d'autres monuments de la pensée. Comme quoi, par exemple? Prenez la pyramide des besoins de Maslow. On nous apprend qu'il faut d'abord la sécurité physique, puis l'appartenance sociale, avant de pouvoir penser à s'accomplir ou à être créatif. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Un artiste affamé qui crée une œuvre sublime dans son grenier, il fait exploser cette pyramide. C'est vrai. Pareil pour les stades de développement de Piaget. L'idée est la même. Ces modèles sont trop rigides et linéaires pour capturer la complexité de l'expérience humaine. D'accord, on a bien compris ce qu'il faut déconstruire. On fait sauter les pyramides, les hiérarchies, les étapes obligatoires, mais on les remplace par quoi? Si ce n'est pas une pyramide, est-ce que c'est le chaos? C'est là que la vision du docteur Alan Rainer, l'autre voix de nos sources, devient fascinante. Il propose une alternative qui n'est pas une structure, mais un flux. Un flux? Il appelle ça l'inclusion naturelle. L'inclusion naturelle, ça sonne un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une vision du monde qui rejette la pensée binaire, l'opposition permanente. D'accord. Penser à un débat politique classique, c'est un affrontement. Il y a un gagnant et un perdant. Rasnir dirait que c'est une impasse. Sa vision,
L'inclusion naturelle, ce serait plutôt comme un atelier de co-création. On prend des idées de partout, même celles qui semblent contradictoires, et on essaie de construire ensemble quelque chose de nouveau, que personne n'avait imaginé au départ. C'est ce qu'il appelle une confluence créative. Une confluence C'est créative. une pensée de la connexion, une sorte de pensée nexus. Sa vision est très poétique. Il y a des extraits qui m'ont marqué. Il critique cette pensée obsédée par l'efficacité, qu'il décrit comme aussi droite et étroite que le vol d'une flèche, Oui. qui ne voit que la cible et ignore tout le paysage. Et il y a cette autre métaphore incroyablement puissante, face aux difficultés de la vie, ce que Hamlet appelait une mer de tourments. Oui. La réaction habituelle est de prendre les armes contre elle, de vouloir la combattre, la dominer. Mhm. Rainer propose le contraire, apprendre à nager. Mhm. Il s'agit d'accepter la complexité, la fluidité, l'incertitude du monde, plutôt que de s'épuiser à vouloir tout contrôler. C'est une belle image, mais j'ai du mal à voir comment ça s'applique concrètement. Comment est-ce qu'on apprend à nager face à la crise climatique, par exemple, qu'on a évoquée au début? Ça sonne un peu passif, non? Au contraire, c'est très actif. Prendre les armes contre la montée des eaux, ce serait par exemple construire des digues de plus en plus hautes. D'accord. C'est une solution unique, rigide, qui finira par céder. Oui. Apprendre à nager, ce serait développer tout un écosystème de réponses souples et adaptatives. Restaurer les mangroves et les zones humides qui absorbent les vagues. Développer une agriculture qui résiste à la salinité. Créer des habitats flottants. Relocaliser l'énergie. Je vois. On ne combat pas la mer, on apprend à danser avec elle. On remplace une pensée de domination par une pensée de résilience et d'interconnexion. C'est ça l'inclusion naturelle en action. Vu comme ça, c'est un changement de paradigme complet. On ne cherche plus la solution, mais des solutions qui fonctionnent ensemble. Et voilà, comment les deux fils de nos sources se rejoignent parfaitement. Position philosophique de Dr Rainer qui nous invite à penser en termes de flux, de relations, d'inclusion. D'accord. Les deux convergent vers cette idée d'une pensée plus fluide, dynamique et interconnectée. Cette fameuse pensée nexus. Il ne s'agit plus de choisir entre A ou B, mais de comprendre comment A et B interagissent et peuvent créer ensemble une option C, D ou E. Donc, si on récapitule le voyage, on est parti d'un constat d'échec assez brutal en 2025. C'est ça. On est remonté dans le temps jusqu'en 1975 pour chercher la racine du problème, non pas dans la politique ou la technologie, mais dans une manière de penser et d'éduquer basée sur la hiérarchie et la séparation. Mhm. Et finalement, on a exploré une alternative, une vision philosophique et poétique qui nous propose de remplacer les pyramides par des flux et la confrontation par la confluence. La question qui reste en suspens et que ces documents nous lancent comme un défi est assez vertigineuse. Ils présentent nos crises actuelles comme étant à la racine un problème d'éducation, un problème de forme de pensée. Oui, Mais qu'est-ce qui se passe si cette pensée hiérarchique et rigide n'est pas seulement dans nos écoles, mais qu'elle est incrustée dans la structure même de nos entreprises, de nos économies, peut-être même dans notre langage? Hmm. Si on adoptait vraiment et à grande échelle ce modèle de kaléidoscope de la pensée, quelle serait la toute première chose qui devrait changer en dehors d'une salle de classe?